Sud Radio, ça débat chez Expert, 9h-10h, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ensemble pendant 1 heure pour débattre et à 10h ce sera l'émission Média, mardi 27 septembre, autour de cette table. Arnaud Benedetti, bonjour, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Votre dernier livre, Comment sont morts les politiques, le grand malaise du pouvoir, est paru aux éditions du Cerf. Nicolas Jeantet, directeur des Centristes, conseiller de Paris, bonjour à vous. Bonjour. Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Bonjour Jean-Luc. Bonjour à tout le monde. Et Caroline Valentin, bonjour. Vous êtes avocate au barreau de Paris et observatrice avisée de l'actualité et de notre société. C'est pour ça que je vous ai demandé de venir aujourd'hui. Beaucoup de sujets dans l'actualité. Toujours la suite de l'élection en Italie. La droite, l'extrême droite française salue la victoire de Giorgia Meloni. Presque, on a l'impression qu'ils ont gagné les élections quand on les entend depuis hier. On va revenir sur la percée de l'islamisme à l'école avec ces tenues qui sont là pour défier l'autorité, et puis l'affaire Bayou Julien Bayou contre-attaque. Bref, je ne sais pas si on aura le temps de tout traiter, mais en tout cas on va essayer. On va commencer avec vous, Caroline Valentin. C'est en marge pour le coup de l'actualité, même si ce procès est à la une de l'actualité depuis hier. Vous me parlez de mon coup de cœur? Absolument. J'ai voulu effectivement commencer ma première émission ici par un coup de cœur plutôt qu'un des 48 coups de gueule de cette semaine que j'ai eu. Oui. Et en l'occurrence, là, c'est pour le procès Mia. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire tragique, cette conductrice de bus qui n'a pas vu ou n'aurait pas vu la barrière d'un passage à niveau. Avec des enfants ont été morts, beaucoup d'autres ont été blessés. Elle est absolument dans un état, elle est bouleversée par cette histoire. Plus que ça, elle a fait un malaise cardiaque, elle a le syndrome du cœur brisé. Terrible. Et donc pour la première fois, ils ont utilisé des chiens. Des chiens retrievers pour permettre à la parole de se libérer, pour permettre aux personnes qui déposent, qu'elles soient victimes ou mises en cause, de s'apaiser. Et j'ai trouvé cette initiative très intéressante et très douce, et notamment dans l'article qui en parle, un des policiers raconte que la présidente avait une phobie des chiens, mais qu'elle voulait le tester avant le procès Mia, et qu'elle a notamment utilisé pour une adolescente qui devait témoigner face à un professeur de théâtre jugé pour atteinte sexuelle. Et il raconte je suis tombée à la renverse de tout ce que la petite a pu dire qu'elle n'avait pas dit avant. Elle m'a dit, le chien m'a emmenée dans sa bulle. Elle avait l'impression de lui parler à lui. Et j'ai trouvé cette initiative très belle. Quand on a assisté à des procès d'assises, on peut voir l'émotion, à quel point il est difficile, notamment pour les victimes, de déposer. J'ai trouvé, surtout pour les enfants, j'ai trouvé cette initiative très intéressante. Mais c'est tout à fait récent. Alors aux États-Unis, c'est très utilisé. En France, ça commence à l'être. Évidemment, ça coûte plutôt cher. Tout est cher pour la justice, puisque vous savez que les magistrats n'ont même pas de post-it. Donc effectivement, un chien dont la formation coûte 17 000 €, c'est cher. Mais le budget a augmenté cette année. On espère vous que en aviez entendu parler généralisé. Pas du tout, non, moi non plus. Nicolas. Et ils apaisent, en fait, ils sont là pour apaiser un peu la souffrance, et ils se font caresser. Exactement. D'objets transitionnels. Jean-Luc, je trouve ça original, c'est bien. Jean-Luc Benamias. Les chiens sont utilisés de manière très ancienne par rapport aux personnes qui sont malvoyantes ou aveugles. Et ce sont les mêmes qu'on utilise. Et effectivement, c'est du genre 17 000 à 20 000 € de formation. Ça dure à peu près 2 ans. Je dis ça parce que je paye une association depuis assez longtemps. C'est comme ça que je paye des impôts. Et donc, clairement, c'est... Dans le côté, par rapport à un procès, ça a déjà été utilisé, mais c'est vrai que c'est assez nouveau en France. Bon, c'est une bonne opération. Ça n'a pas empêché cette dame, la conductrice, de craquer complètement. Oui, c'est sûr. Voilà. Mais je dois dire qu'effectivement, l'utilisation par rapport à des personnes qui sont en faiblesse, c'est intéressant parce que ça peut... Je ne peux pas dire que ça décontracte par rapport à ce genre de procès qui est absolument abominable. Parce que moi, j'ai écouté effectivement cette dame, j'ai lu des choses sur cette dame, la conductrice, mais j'ai lu aussi la conductrice du train qui est rentrée dedans, de la même manière. Vous avez un coup de gueule, un coup de cœur, Jean-Luc ? C'est un coup de cœur qui passe après un coup de gueule. C'est par rapport à la sécheresse qu'on a vécue en France pendant tout cet été. Et puis parfois, il y a des côtés
coup de cœur par rapport à ça. On a découvert au fur et à mesure, notamment sur le parcours de la Loire, où il y avait quasiment plus d'eau, des vestiges, des épaves, des traces extrêmement anciennes de choses que, évidemment, on n'avait pas repérées, puisque généralement l'eau coulait. Voilà, c'était un coup de cœur sur le côté archives historiques et possibilités en découvrant des vestiges, des camps romains, des camps gaulois qu'on n'avait absolument pas découverts. Voilà, c'est vraiment anecdotique, mais en fait pas complètement. Oui, c'est un aspect plus positif, positif, si on peut voir un aspect positif au réchauffement climatique. En revanche, j'entendais ce matin qu'on allait peut-être plus pouvoir décolorier les lacs en bleu, puisqu'avec le réchauffement climatique, la couleur bleue est en train de disparaître des eaux. Voilà. Bon, ce sont des petits pas de côté sur l'actualité qui font du bien. Arnaud, on revient. Tiens, sinon, je voulais faire un coup de cœur avant qu'on engage des sujets. Cela dit, même c'est un débat qui pourrait nous intéresser. C'est le livre qui va paraître jeudi de Virginie Gauthier, qui est la mère de l'un des 3 gendarmes impliqués dans l'interpellation d'Adama Traoré. Elle raconte le point de vue de la mère de ce gendarme, ce qu'ils vivent depuis 3 ans. Et je trouve qu'effectivement, et c'est ce qu'elle dit, qu'on a beaucoup donné la parole au clan Traoré, je ne savais pas que c'était une marque déposée. Adama Traoré, c'est une marque déposée qui a des t-shirts, des serviettes, il y a tout un business autour de ça. Et donc, elle a écrit ce livre que je n'ai pas... Pardon ? Des fourchettes ? Des fourchettes. Je ne sais pas, peut-être, oui. Mais je trouve que c'est une mère qui prend la parole à la place de son fils, parce que lui est soumis à un droit de réserve, et d'entendre un petit peu le côté du gendarme face à ce rouleau compresseur médiatique qu'il y a eu sur l'affaire Traoré. Je trouvais que ça méritait d'être signalé. Voilà. Alors, Arnaud Benedetti, vous... Alors oui, c'est un coup de gueule. Enfin, c'est surtout un étonnement. Vous avez certainement entendu la semaine dernière le ministre de l'Éducation nationale, Papa Ndiaye, qui était aux États-Unis dans une université américaine, l'université de Washington, où finalement il a dit devant un auditoire qui était acquis à cette cause que en France, le modèle qui était le nôtre, qui était un modèle universaliste, modèle républicain, était certes un beau modèle, mais que c'était un modèle qui, de fait, ne fonctionnait pas. Enfin, il ne l'a pas dit dans ces termes, mais ça revenait à peu près au même, lorsqu'on analysait de près son propos. Et surtout, il a dit, finalement, vous voyez, la question ethno-raciale est extrêmement difficile à aborder en France, parce qu'il y a une situation politique liée à l'extrême droite, liée à un certain nombre de débats. Alors, moi, si vous voulez, ce qui me gêne, c'est d'abord les propos, évidemment, mais c'est pas tant les propos. Les propos, à la limite, Monsieur Ndiaye serait chercheur, il est chercheur d'ailleurs, mais il serait encore chercheur et il ne serait plus ministre. Il aurait cette liberté académique de dire ce qu'il pense sur un sujet, qui est un sujet en effet essentiel de la vie politique et de la vie publique. Le problème, c'est qu'il tient ses propos, il est ministre, moi je trouve qu'un ministre doit défendre en principe le modèle qui est le nôtre, c'est-à-dire le modèle de la laïcité, de l'universalisme républicain, le fait que en France, non, on ne reconnaît pas les races, on reconnaît les individus, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur couleur de peau, quelles que soient, j'allais dire, leurs conditions sociales, et qu'en outre ils le disent de l'étranger, c'est-à-dire des États-Unis. Donc, moi je trouve que ça aurait mérité de la part quand même de l'exécutif un petit recadrage, en l'occurrence, que je suis très étonné que finalement il y ait eu très peu de réactions vis-à-vis de ces propos, et que ces propos, au moment où justement un certain nombre, j'allais dire, de courants, de groupes mettent en cause le modèle républicain, je trouve que ces propos sont extrêmement dangereux venant d'un ministre de l'Éducation nationale, notamment. Parce que le ministre de l'Éducation nationale, il a en charge aussi quand même la transmission du modèle citoyen qui est le nôtre. Il n'en est pas à son premier coup d'essai. Il l'avait fait déjà il y a quelques années, justement lors d'une conférence. Il était chercheur. Mais là, il est ministre. Il va quand même défendre la laïcité, défendre notre système culturel. Et là, finalement, il le critique. C'est aberrant. Je pense qu'on aura plusieurs fois affaire à Papa Ndiaye, parce que là, effectivement, il y a un petit souci avec ce ministre. Il a été choisi pour ça. Je veux dire, on sait parfaitement qui est Papa Ndiaye, puisqu'il n'a jamais fait mystère de son appétence pour les théories woke qui viennent des États-Unis. Comme le rappelle très bien Jean-François Bronstein, qui vient de sortir un excellent livre, La religion woke, chez Grasset, Papa Ndiaye, les déclarations de Papa Ndiaye sont d'autant plus surprenantes que lui-même est un
pur produit, se déclare lui-même comme un pur produit de la méritocratie républicaine. Ce terme de méritocratie est très important, car précisément, le wokisme, tout l'objectif du wokisme, c'est d'évacuer la méritocratie au profit d'une sélection fondée d'une discrimination positive, qui est positive pour certains, mais négative pour d'autres, donc qui est fondée sur l'appartenance à un groupe minoritaire ou victimisé, qui sont les femmes, les racisés, les homosexuels ou les bisexuels, etc. Mais politiquement, c'est assez incompréhensible de faire ça, et comme le dit... Non, mais il a été sélectionné pour cela. Et d'ailleurs, je dirais même qu'à la fin du règne de Blanquer, à partir du moment où Blanquer a essayé d'interdire les mères voilées aux sorties scolaires, en fait, c'est là qu'il a commencé à perdre du pouvoir et à introduire dans son discours un discours de parité et un discours de discrimination positive. Donc finalement, la nomination de Pape Ndiaye, elle s'inscrit dans ce changement de discours de Blanquer que ceux qui ont un petit peu attentivement écouté son discours auraient pu noter. Allez, Blanquer a été quand même plutôt clair, si je puis dire, sur la question de la laïcité. C'était très très clair. On revient dans un instant, Jean-Luc, vous pourrez réagir sur ce sujet si vous le souhaitez. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour débattre. Jean-Luc Benamias, on vous a pas entendu sur le coup de gueule d'Arnaud Benedetti à propos des phrases, des propos tenus de Pape Ndiaye aux États-Unis. La France a du mal avec le concept de race. Vous vouliez peut-être réagir. Le problème de Pape Ndiaye, c'est que je pense qu'il a du mal à occuper sa fonction. Bon, c'était pas facile après M. Blanquer, évidemment, qui a tenu quatrième pendant 5 ans, ce qui est beaucoup. Trop même. Mais voilà, c'est ça le problème, parce que moi, je veux bien qu'on parle du wokisme à tous les niveaux, mais je pense pas que c'était ça le cadre de ces déclarations. Je répète, il ne prend pas, il est pas fait pour cette fonction, me semble-t-il, et j'ai vraiment été surpris qu'il ait accepté de prendre cette fonction. Il aurait pu en prendre plein d'autres dans un gouvernement. Celle-là n'est pas faite pour lui. Ouais. Bon, d'accord. Bah, oui, Arnaud. Enfin, personne ne l'a obligé à le prendre. Hein. Alors, non, ça, je suis d'accord. Voilà. Ça, c'est bon. Après. Nicolas Gentet, votre coup de gueule. On revient un peu sur la laïcité. Mon coup de gueule, c'est contre ces influenceurs islamistes, ces comptes anonymes, souvent sur TikTok ou Instagram, qui incitent aujourd'hui les jeunes collégiens et les jeunes lycéens à défier, à braver la loi sur la laïcité. Je rappelle que la loi rappelle interdit le port de signes religieux ostentatoires à l'école. Et donc, il les incite en portant des djellabas pour les hommes, des abayas pour les femmes. Et ces influenceurs vont même plus loin puisqu'ils conseillent aux femmes de mettre sur leur tenue une ceinture pour que ça sorte en fait de la qualification de signes religieux. Alors ça s'arrête pas là, ces influenceurs incitent à la prière, on va même jusqu'à faire du chantage à la photo de jeunes femmes musulmanes qui sont dévoilées à l'école. Alors ça devient viral puisque maintenant il y a un jeu qui consiste à venir chez les jeunes filles par exemple, à venir à l'école avec un voile et elles se filment, à négocier, à braver bien évidemment les professeurs et à discuter avec le principal pour essayer de le garder en estimant, en disant que c'est culturel, que c'est une histoire de mode et que elles doivent la porter. Alors, ça va assez loin puisque les renseignements généraux ont fait plein de notes à ce sujet et ont peur bien évidemment que ça s'étende aux activités sportives et notamment bien évidemment au burkini pour aller à la piscine. Alors, c'est en hausse, c'est en nette hausse. Il y en a eu 144, 97 au premier trimestre, 144 au deuxième trimestre, soit une hausse de 48 voire 50%, avec 2 départements importants, le Gard et le Val d'Oise. Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les profs sont totalement démunis par rapport à ça. Ils ne sont pas formés pour ça. Comment voulez-vous faire face à une jeune de 14 ans? Bien sûr, une jeune de 14 ans qui enlève ton voile, et la personne répond non. Et souvent, d'ailleurs, les professeurs accusent le coup. C'est la fameuse culture du pas de vague et c'est extrêmement compliqué. Voilà, donc ça relance le débat. Pour moi, en tout cas, peut-être une des solutions, c'est effectivement l'uniforme à l'école qui pourrait effectivement résoudre ce problème-là. Mais c'est très très inquiétant dans les mois à venir. Alors, c'était dû, juste pour terminer, c'était dû ça a coïncidé la hausse à une période pendant la campagne présidentielle où effectivement certains candidats étaient hostiles à l'islam et les réseaux pro-Erdogan et pro-Falafis en ont profité pour justement influencer ces jeunes et aller provoquer
un peu l'école. Et puis, et on en parlait à l'instant, c'est dû aussi à... Ces jeunes regardent beaucoup Netflix, et il y a beaucoup de séries américaines anglo-saxonnes où les femmes, les jeunes filles, sont voilées, vont à l'école avec le voile, vont à l'université en voile, et donc elles trouvent là des pendants. Et elles estiment que c'est la liberté, que c'est la tolérance, et qu'en France, on devrait le faire aussi. Écoutez, réécoutez en podcast le papier d'Éric Nolot ce matin qui fustigeait un petit peu les réactions à gauche sur ce qui se passe en Iran, puisque le communiqué qui a été diffusé parle de femmes qui se battent pour le droit de disposer de leur corps. Non, on ne parle pas d'avortement, c'est ce qu'il dit. On ne parle pas on ne parle pas de tous ces sujets. On parle juste de retirer le voile. Et le mot voile n'est même pas prononcé dans le communiqué. On a envie de dire à toutes ces jeunes filles, mais qu'est-ce qui se passe en Iran? Regardez ce qui se passe en Afghanistan. Mais voilà, il y a un retour en arrière. Non, mais la réalité, c'est qu'en fait, ce sont des batailles culturelles qui nous sont menées et qui sont des batailles politiques. Vous savez, moi, j'ai écouté Boualem Sansal, que je connais bien par ailleurs, il y a quelques jours. Il explique très bien. Il dit, en Algérie, finalement, on a vaincu militairement les islamistes, mais au prix, finalement, d'un troc incroyable. C'est que on les a laissés, néanmoins, culturellement, continuer leur combat. Ce qui fait qu'ils ont progressivement gangréné, c'est clair, l'ensemble de la société algérienne. Et aujourd'hui, on est un peu dans ce cas de figure en France. C'est-à-dire que finalement, globalement, la vague terroriste telle qu'on l'a connue en 2014, 2015, 2016 est plutôt à ce stade, on l'espère, même si c'est pas sûr, derrière nous. Mais on voit bien que le combat est essentiellement culturel. Et ce que vous dites sur ces influenceurs me semble tout à fait révélateur. Le mal est très profond. Et il faut savoir que vous avez des conversions aussi qui existent chez de jeunes catholiques, par exemple, entre autres, et que ça touche tous les milieux. C'est un phénomène qui est beaucoup plus profond qu'on ne l'imagine. Et je crois qu'en effet, aujourd'hui, on n'est pas armé pour y répondre parce qu'en plus, on est dans une culture de culpabilisation et de stigmatisation qui nous empêche d'agir comme il faudrait. C'est ce que disait Boualem Sansal. Il parle de l'acheter aussi. Oui, on n'est pas armé pour y répondre parce qu'on les finance. L'Union européenne finance les frères musulmans. Notamment la FEMISO, qui est une association, qui est l'association des jeunes frères musulmans, a été reçue par le Parlement européen et elle reçoit des fonds du Parlement européen depuis des années. Je vous renvoie à un article de Florence Bergeau-Blaclair, qui est chercheuse au CNRS et spécialiste de l'islamisme, qui sort un livre d'ailleurs chez Odile Grasset qui s'appelle Le frérisme en Europe. Odile Jacob, Odile Grasset. Chez Odile Jacob, effectivement, pardon, qui connaît parfaitement bien le sujet et qui m'explique que ces mouvements au départ sont générés par des jeunes, c'est bottom-up, mais que dès que les frères, qui sont une organisation très structurée, secrète mais très structurée, les repèrent, ils s'en emparent, ils diffusent l'information sur les réseaux, ils les aident et ils sont financés pour ça. Les frères musulmans, c'est une organisation secrète qui est née, comme on le sait, en Égypte, fondée par le grand-père du fameux Tariq Ramadan, et qui a un projet mais tout à fait explicite, il ne s'en cache pas, de conquête culturelle des sociétés occidentales. Et ça commence notamment par l'école. Et ça commence partout. Et le voile, qui est une norme en islam, la norme qui impose à la femme d'avoir des tâches particulières et qui distingue l'homme de la femme, chacun doit rester dans les attributions de son sexe, est également un drapeau. Plus il y a de voiles, plus l'islamisme est visible et plus la culture islamique imprègne les esprits. Donc voilà, c'est une conquête culturelle et nous ne sommes pas armés contre ça. Jean-Luc Benamias. C'est pas une découverte qu'il y ait une offensive islamiste, qu'elle soit d'ailleurs sunnite ou chiite, c'est très différent, vous le savez. Clairement, cette histoire Moi, je pense que le corps enseignant que nous avons maintenant en France est tellement déstabilisé qu'il a un mal fou à réagir par rapport à tout ça, et je les comprends. Rien n'est simple. Depuis l'histoire, il y a maintenant près d'une trentaine d'années, du voile à l'école. On n'a pas réussi à rétablir des initiatives. C'est la faute du Conseil d'État. Oui, je suis d'accord. Si le Conseil d'État avait été clair et n'avait pas abdiqué lui-même, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Ça a quand même fonctionné au moment où la loi est passée. Ben oui, mais la preuve, c'est que l'offensive que j'appelle islamiste, que j'appelle moi islamo-fasciste, pour être clair, pour résumer, est une offensive permanente. Et les frères musulmans, juste, Caroline, tu as dit tout à l'heure, le Parlement européen finance. Non, le Parlement européen ne finance pas. L'Union européenne finance. L'Union européenne finance, pardon.
Pardon, mais il n'y a pas de mal. C'est déjà juste un petit rectificatif. Non, donc vrai, voilà, merci. on a affaire à une offensive réelle. Et les frères musulmans, chacun le sait, n'existent pas qu'en Égypte. C'est une des grandes tendances, je termine. C'est une des grandes tendances de l'islamisme dans le monde, voilà, qui existe en Indonésie. Je voudrais rebondir quand même sur l'Union européenne. L'Union européenne mène des campagnes de communication et de promotion avec des femmes voilées, c'est-à-dire qu'ils assument d'une certaine manière cette... la campagne a été retirée d'ailleurs. Oui, elle a été retirée, mais enfin c'est un vrai sujet. Sur Erasmus, on voit des étudiantes voilées, ce qui quand même pose un problème, ce qui signifie que l'Union européenne n'est pas claire sur les fondamentaux de la façon dont on doit traiter ce problème. Oui. La façon de l'Union européenne, un certain nombre de pays de l'Union européenne, il n'y a pas de séparation des églises et de l'État. Et nous avons une spécificité parce que, et pourvu que ça dure, avec une séparation des églises et de l'État. Dans le reste de l'Union européenne, dans beaucoup de pays, cette séparation n'existe pas. Allez, petite pause et on se retrouve dans un instant avec vous. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, ça débat chez Expert, 9h-10h, Valérie Expert. Nous débattons jusqu'à 10h avec vous, avec Arnaud Benedetti, Jean-Luc Benamias, Caroline Valentin et Nicolas Jeantet. Peut-être encore continuer ce débat sur cette poussée, ces coups de couteau, ces coups de canif pour tester la laïcité. On évoquait le fait qu'il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas eu de réponse et il y a une forme de... Il y a des réponses qui doivent être faites. D'abord, il faudrait plus de mixité sociale dans les écoles. On s'aperçoit que ces faits-là sont bien évidemment toujours dans certaines villes de banlieue et dans des collèges ou lycées classés de ZEP. Bon. Deuxièmement, il faut former les élus surtout. Ils font de l'autocensure. Les élus, pardon, les professeurs. Ouais. Ils font de l'autocensure. Ils ont peur. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ? Ils ont tellement peur des retombées ensuite, et même de la violence que cela peut dégager, qu'effectivement, il y a un problème de formation. Et puis, il faut aussi qu'ils soient soutenus par les inspecteurs et les chefs d'établissement, puisqu'effectivement, ça n'arrive pas à passer au-dessus, et il n'y a pas de retombées répréhensibles. Voilà. Oui, je ne sais pas. Mais bon, moi, je crois que la première mesure, et la mesure phare, c'est de limiter l'immigration. Vous savez, ce sujet dont personne ne parle, les gouvernements nationaux et européens ne veulent pas parler, mais qui a provoqué, parce que justement on n'en parle pas, l'arrivée de la droite en Suède, de la droite en Italie. Il y a un excellent livre de Paul Collier, qui est un professeur à Oxford, qui explique bien que quand l'immigration est trop forte, il n'y a plus d'intégration possible. Et qu'au contraire, c'est la culture d'importation qui irrigue la culture autochtone. Donc la première mesure, c'est de limiter l'immigration. Or, c'est un sujet que l'on n'aborde pas. Si, on l'aborde, mais on ne pourra jamais l'arrêter, cette immigration. Oui, comment la faire ? Il va y avoir une vague migratoire encore plus importante avec le climat. Les guerres, là, les guerres, il y en a partout. Maintenant, même les Libanais, aujourd'hui, sont en train de migrer. Il y a un bateau, ils repartent. Ils reviennent chez nous. Je ne parle pas des Syriens, je ne parle pas de la Tunisie. Donc, on ne pourra jamais, ou alors il faut vraiment mettre des barbelés à toutes les frontières. Pour commencer, on peut appliquer les lois. On ne pourra jamais l'arrêter. Appliquons les lois, déjà, pour commencer. La question de la maîtrise des flux migratoires me paraît en effet une question essentielle pour commencer. Primordiale. Elle est primordiale. À essayer de résoudre le problème. Le deuxième sujet, en effet, c'est la question aussi du modèle qui est le nôtre, le modèle citoyen. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, on décide d'en revenir au modèle qui était le nôtre, c'est-à-dire le modèle de l'assimilation, c'est-à-dire que quand tu es en France, tu fais comme les Français, ou est-ce qu'on continue finalement à être dans cet entre-deux où l'on accepte une différenciation communautaire que l'on a commencé à accepter dès les années 80 d'ailleurs. Vous voyez bien que c'est à partir des années 80 qu'il y a un changement de discours, un changement de doctrine implicite qui se fait et qui s'est bien évidemment accéléré toutes ces 30 dernières années, depuis 90, 2000, 2010. Je vous renvoie d'ailleurs au livre de Paul Lyonnais. Vous êtes une encyclopédie. Oui, mais il faut réfléchir à ce sujet précisément. Paul Lyonnais, il y a son livre Voyage au centre du malaise français qui vient d'être réédité aux éditions L'Artilleur et qui explique absolument en quoi c'est les années Mitterrand qui ont apporté ça, le multiculturalisme en France et les ravages que ça a causé sur notre identité Jean-Luc, culturelle. vous partagez ce point de vue ? Non, je ne partage pas. Je pense que la maîtrise de l'immigration, mais Nicolas vient de le dire avant moi,
est quasiment impossible. Alors, il faut voir comment l'Union européenne agit par rapport à cela. Pour l'instant, elle n'est pas, c'est le moins qu'on puisse dire, unifiée par rapport à l'attitude. Mais la maîtrise totale, et Nicolas l'a rappelé tout à l'heure, avec le changement climatique et sur l'ensemble de la planète, car l'ensemble des migrants n'ont pas comme volonté première de venir en France ou en Europe. Mais qu'il y ait des déplacements de population dans les années qui viennent est malheureusement une totale évidence. C'est effectivement un vrai sujet par rapport à l'intégration ou par rapport à l'assimilation, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais ce sujet-là ne peut être mis en place que s'il y a un accord au niveau de l'Union européenne. Et ça risque d'être très difficile, vu l'arrivée maintenant, vous l'avez rappelé tout à l'heure, en Suède et en Italie, de partis fascistes. Moi, je voudrais quand même réagir là-dessus, c'est que je suis pas tout à fait d'accord. D'abord, la question des flux migratoires n'a pas commencé avec, j'allais dire, la prise de conscience du réchauffement climatique. Les flux migratoires, on sait très bien qu'en France, par exemple, vous avez une rupture à partir du moment où l'on accepte le regroupement familial. Le regroupement familial a été, disons, une pompe aspirante sur le plan migratoire, et on parlait pas à cette époque-là me semble-t-il, de réchauffement climatique. Ensuite, moi, la question que j'ai envie de poser, si les politiques considèrent qu'on ne peut rien faire, mais alors, à quoi ils servent ? C'est quand même une question fondamentale. Et c'est une question qui peut apparaître une question un peu poujadiste, mais c'est parce que il faut poser ce type de questions. Elles sont essentielles en l'occurrence, parce que après, il ne faut pas s'étonner que vous ayez en effet des poussées que vous qualifiez de populistes dans un certain nombre de pays européens, parce que tout simplement, elles traduisent l'impuissance du politique à répondre à un enjeu que les populations, qui sont les populations italiennes, françaises ou dans d'autres pays, considèrent absolument essentiel. Mais Arnaud, donc, le droit de migrer est dans notre ADN. Tu pourras jamais empêcher un homme de migrer d'un pays à un autre. Non, toute l'histoire on peut réguler planète, quand même. Il faut le réguler. La régulation, ça existe. Le droit, la migration, c'est un naturel chez l'homme. Donc on fuit une guerre, on fuit la misère, on fuit un changement climatique. Alors maintenant, il faut trouver le moyen de le réguler et de mettre effectivement. Alors Frontex est en dessous de tout en ce moment, mais on va en parler sûrement avec l'Italie, puisqu'elle veut faire un blocus naval, mais même ce blocus naval est impossible à faire. Ce n'est pas possible. Pour l'instant, on n'essaye pas. Et d'ailleurs, on ne veut pas essayer. Ça fait très longtemps que l'Union européenne nous explique qu'il y a 30 millions de postes à pourvoir au nord, chez nous, et qu'il faut donc faire venir des gens du sud. Les solutions, elles existent. C'est-à-dire faire les demandes de visa dans le pays de départ, avoir des quotas migratoires dans chaque pays. On peut... Quand on veut migrer, on n'attend pas forcément les visas. Il y a un sujet dont on ne parle plus du tout, c'est les politiques de développement au sud. Parce que aussi, je crois que le vrai sujet, c'est de pouvoir maintenir les populations là où elles vivent et là où elles sont nées. Ne mettra pas. La question du développement, vous noterez que la question du développement est un non-sujet aujourd'hui dans le débat, dans le débat public. On ne veut pas réguler. C'est pas qu'on est impuissant, c'est qu'on ne veut pas réguler. On n'aidera pas ces pays-là à se développer avec une vraie croissance partagée entre l'Europe et par exemple l'Afrique. Là, on y arrivera dans ce cas-là. Si on commençait par dégager aussi tous ceux qui profitent en Afrique du peuple, qui les volent et qui sont des dictateurs, milliardaires. Regardez ce qui se passe avec les biens mal acquis aujourd'hui en France, avec les différents procès qu'il y a. C'est quand même... Là, on a du travail, puisque maintenant, c'est la Russie et la Chine qui presque détiennent le continent africain. On est presque plus présent. Donc, effectivement, on a beaucoup de soucis à se faire. Alors, l'élection de Giorgia Meloni, donc, qualifiée selon les uns de fasciste, de post-fasciste, d'extrême droite, ligne très dure sur l'immigration. Effectivement, hier, la droite, une partie de l'extrême droite française s'est réjouie. La droite est plutôt partagée. On a évoqué hier Bellamy, François-Xavier Bellamy, qui lui estimait que oui, ça pourrait être un modèle pour la France. Cette élection, vous la comprenez comment elle est évidente, elle était attendue et logique, Arnaud Benedetti? C'est pas une surprise. Enfin, je pense qu'il faut pas non plus... L'Italie nous a habitués à une grande plasticité dans les alliances.
si vous voulez, ce n'est pas la première fois que vous avez des formations d'extrême droite qui s'allient en Italie avec des formations de droite. Ça a été le cas sous M. Berlusconi. Ça même, on a vu même une alliance de M. Salvini avec le mouvement 5 étoiles qui était plutôt considéré à gauche. Donc il faut quand même lire ce qui s'est passé en Italie au prisme de la culture politique italienne qui n'est pas la culture politique française. Donc ça, c'est un premier point, si vous voulez, qui, à mon avis, différencie fondamentalement l'interprétation qu'on peut faire de ce qui s'est déroulé à travers cette élection. Alors, ce qu'il y a de nouveau, en effet, par contre, c'est que dans le système d'alliance, la formation la plus à droite, aujourd'hui, est dominante. C'est-à-dire la formation de Madame Meloni. Mais bon, si vous voulez, il y a différentes causes. On les a, disons ici, commencé à les esquisser. C'est la question de l'immigration, mais c'est aussi la question de la relation à l'Union européenne. Et je pense quand même aussi que les déclarations de Madame von der Leyen, 48 heures ou 3 jours avant le scrutin, ont considérablement aidé Madame Meloni dans sa victoire électorale, même si tous les sondages montraient qu'elle était largement en tête. Mais si vous voulez, il y a aussi le sentiment de la part d'un certain nombre de citoyens européens, des peuples, pour aller très vite, qu'il y a des décisions qui sont prises, lointaines, sans aucune légitimité véritablement démocratique, et qui sont imposées au peuple. Ce que rappelle le scrutin italien, tout simplement, c'est que ce qui est souverain dans un État-nation, c'est d'abord le peuple. Et ça, il faut s'en souvenir. Oui. Alors, oui. Oui, moi, je tire plusieurs conclusions. Un, ne pas oublier encore une fois que l'abstention a été énorme. Bon, et encore une fois, beaucoup d'Italiens ne sont pas rendus. Deuxièmement, c'est les jeunes et les classes populaires qui ont voté pour elle. Donc encore une fois, la classe politique de gauche ou de droite traditionnelle, comme en France, n'a pas réussi à aller chercher cet électorat. Et puis je crois aussi que c'est dû à la personnalité de cette femme. Je ne sais pas si vous la regardez, elle est souriante, c'est une vraie Italienne. Et je pense que beaucoup d'Italiens se sont retrouvés en elle. Maintenant, un charisme extraordinaire. Qu'est-ce qui va se passer? À mon avis, pas grand-chose. D'abord parce qu'elle est tenue par l'Europe. Je rappelle que l'Europe lui doit lui donner des milliards et des milliards. Je crois que j'ai noté, il y a 70 milliards d'aides. Elle en a reçu pour l'instant que 36. Et sur les capacités d'emprunt, 122 milliards de prêts, elle en a eu que 10 milliards. Donc effectivement, elle est tenue par l'Europe. Et si elle dévie un tout petit peu, elle sera bien sûr blacklistée, entre guillemets, par l'Europe. Et puis deuxièmement, elle est tenue par la crise énergétique. Je rappelle que l'Italie est le deuxième importateur de gaz après l'Allemagne, le gaz russe. Bon, et qu'elle importe maintenant du gaz aussi d'Algérie. Donc voilà, on en fait un événement extraordinaire, mais moi je suis plus posé sur ce sujet. Oui, la gauche a réagi de façon extrêmement, en France en tout cas, extrêmement passionnée, parlant du fascisme à nos portes. Sandrine Rousseau, les loups sont entrés en Italie. Mais la gauche, c'est voilà. Son métier. Oui, c'est son métier. Manon Aubry aussi. Nous sommes tous antifascistes. Mais la gauche a fait un score ridicule. C'est à elle, évidemment, que de se poser la question comment j'ai pas réussi, moi, la gauche, à parler aux jeunes, à parler aux classes populaires. Caroline Alors Valentin. déjà, j'aimerais revenir quand même sur la qualification de parti fasciste ou post-fasciste. Quand on regarde le programme de Fratelli d'Italia qui a été traduit et qui est sur la page de la Fondation pour l'innovation politique, on lit et on voit que ça n'a rien ni de fasciste ni de post-fasciste. C'est un programme de droite classique qui d'ailleurs s'engage pour la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. De droite très conservatrice quand même, notamment sur les sujets sociétaux. Très conservatrice. Non, sur les sujets sociétaux. Conservatrice. La droite conservatrice n'est pas fasciste. Non, n'est pas fasciste. Je suis d'accord. Donc il faut arrêter cette fascisation permanente de la gauche, de tout ce qui n'est pas elle, à quelque chose quand même d'assez fatigant. Sert juste en fait à faire parler d'elle et ça suffit maintenant. Je crois que c'est juste un parti dans son qui parle programme, il y a quand même la restriction au droit d'avortement. Non, pas du tout. Si, restriction au droit d'avortement. Elle s'engage. Elle doit donner la liberté de conscience aux médecins. Et on sait que beaucoup de médecins ne le feront pas. Donc forcément, in facto, il y aurait une réduction du droit d'avortement. Et puis pareil sur les homosexuels, elle interdira Est-ce que ça fait de vous un parti fasciste? Non, c'est un parti, je dirais, très conservateur. Oui, c'est un parti conservateur tout court. On peut arrêter le poste, le je pense néo, que Jean-Luc ne va pas être d'accord. Ou l'ultra. Pas vraiment, non. Quand une femme comme cette nouvelle Première ministre italienne se revendique de Mussolini, avec des phrases extrêmement claires par rapport à Mussolini. Qui a inventé le fascisme? C'est Monsieur Mussolini. Non. Alors moi, je veux bien qu'on n'appelle pas un chat, qu'on dise que c'est de la droite dure. Non. Elle a répudié le fascisme. Il s'agit bien, en Italie,
d'une formation qui est maintenant majoritaire à droite, qui est une formation d'obédience historiquement fasciste. Sinon, les mots n'ont plus de sens. Mais justement, les mots n'ont plus de sens. La difficulté aujourd'hui, c'est que dans le cadre de l'Union européenne, après la Hongrie, après la Pologne, après la Suède, l'extrême droite suédoise ne dirige pas, mais elle participe au gouvernement, nous avons maintenant, en Italie, une formation politique d'obédience historiquement fasciste qui a le pouvoir. Ça donne. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi d'obédience fasciste ? Non, historiquement fasciste. L'expression il n'a pas dit historiquement. Est une expression qui se rattache à l'histoire du fascisme. Le Parti communiste français était stalinien, ce qui n'empêche pas, je veux dire, qu'il ait participé à des gouvernements. Mélanie l'a condamné le fascisme, publiquement et explicitement. Elle a condamné le fascisme et elle a tenu... Elle a dit des mots en disant que Mussolini était sûrement le chef d'État le meilleur chef d'État pour l'Italie. Il y a longtemps, et depuis, dans son logo, elle reprend quand même les deux flammes du logo fascisme. Mais elle l'a condamné. Vous ne voulez pas le voir et vous voulez donc... Elle continue d'assimiler la lutte contre l'immigration au fascisme. Bon, bah, non, mais Jean-Luc, Gianfranco Fini, qui était lui-même un héritier du MSI, du mouvement social italien, qui était lui-même ouvertement fasciste, il faut s'en souvenir, a gouverné avec M. Berlusconi en Italie, et je n'ai pas vu l'Italie se fasciser pour autant. Donc, si vous voulez, on a des expériences récentes d'alliance de la droite, et de la droite que vous qualifiez d'extrême, vous, depuis un certain nombre d'années en Italie, qui n'ont pas fait basculer le régime italien dans un régime fasciste. Donc, il y a aussi cette expérience historique qui nous permet de dire, quand même, halte au feu, arrêtons de considérer qu'il s'agit aujourd'hui d'une révolution fasciste qui est en train de se dérouler en Italie. Elle a écarté des partis d'extrême droite, vraiment d'extrême droite. Alors, gardons nos qualificatifs d'extrême droite pour l'extrême droite. Casa Pound, par exemple, elle n'en a pas voulu. Quand elle était jeune, était quand elle était très fasciste. Alors oui, elle s'est peut-être normalisée, comme Marine Le Pen essaie de se normaliser, mais je suis d'accord avec Jean-Luc, faisons attention et restons vigilants, notamment sur les sujets sociétaux. Alors, on va y revenir. On va y revenir, Jean-Luc. Je vous donne la parole au retour de la petite pause de pub. À tout de suite. Okay. Nous parlons de l'Italie, nous parlons des mots employés pour désigner ce parti, donc dirigé par Giorgia Meloni. Et vous vouliez réagir, Jean-Luc, à ce qui se disait. On parlait fascisme, post-fascisme. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire ? Non, mais, je l'ai déjà dit. Hein, je veux dire, la définition même du fascisme est donnée par cette dame. Donc voilà. Après l'accord, l'alliance qu'ils ont passé, mais enfin c'est bien la fraction méloniste qui est la fraction majoritaire. Voilà. Moi, ce que je vois, c'est la grande difficulté de l'Union européenne aujourd'hui et du Conseil européen, car qui dirige l'Union européenne, c'est le Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement. Ça n'est pas la Commission européenne, ça n'est pas le Parlement européen. Comment vont-ils gérer cette situation avec les pays que j'ai cités tout à l'heure, Pologne, Hongrie, Suède maintenant et Italie, l'Union européenne est en énorme difficulté de défense de politique démocratique. Enfin, c'est pas l'attitude de Mme von der Leyen qui va arranger les choses. Mme von der Leyen ne dirige pas l'Union européenne. Non, d'accord. Elle a un pouvoir énorme. Oui. Jean-Luc, moi j'ai une question quand même. Alors, Arnaud Benedetti avait une question à poser. Comment se caractérise la prise de pouvoir par les fascistes ? Qu'est-ce qu'ils font ? La première chose qu'ils font historiquement, les fascistes et les nazis, qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ils suspendent des institutions démocratiques, tout simplement. Donc, quand on veut définir ce qu'est historiquement un mouvement, on en revient à ce qu'il a été historiquement. Le fascisme, comme le nazisme, comme toute forme de totalitarisme, ne reconnaît pas les institutions démocratiques. Alors que l'on puisse combattre, moi je l'admets, Madame Meloni, en considérant qu'elle appartient à une droite ultra, à une droite conservatrice, je veux bien, mais la notion de fascisme, aujourd'hui, ne s'applique pas, qu'on le veuille ou non, quels que soient les antécédents historiques de Madame Meloni, à ce que représente l'offre politique de Madame Meloni. Pas plus qu'elle ne s'appliquait encore une fois à Gianfranco Fini, qui d'ailleurs a fini lui-même au sein de la coalition gouvernée par M. Berlusconi. Je crois que nous devons, quand on discute de l'actualité, exactement, on doit s'astreindre à une rigueur des mots. Et notamment qu'on arrête de qualifier d'extrémisme, d'ultra, de poste, de néo, fasciste, droite, conservateur. Ça suffit maintenant. D'ailleurs, je renvoie, il y a une excellente collection qui vient d'être créée aux éditions Intervalle. Et dans cette collection,
exemple, Pierre-André Taguieff a fait un petit livre, c'est contrairement à ses habitudes, qui s'appelle Qui est l'extrémiste et qui précisément redonne aux mots leur sens. C'est quoi un extrémiste? C'est quoi un fasciste? C'est quoi quelqu'un qui est de droite? C'est quoi quelqu'un d'extrême droite? Et donc je pense qu'il est vraiment, pour nous en tout cas, très important d'employer les bons mots. Ça se traîne à cette rigueur. Mélanie, elle a dit, elle a explicitement et publiquement condamné le fascisme. Elle a tenu à l'écart de son parti des groupes d'extrême droite. Mais si, je suis désolée. Elle l'a fait. Donc après, si vous estimez que parce que quand elle avait 19 ans, elle trouvait que Mussolini était formidable, ça en fait une fasciste à vie, telle un espèce de virus dont on ne se débarrasserait pas. Les deux flammes du mouvement fasciste sur son logo, il y a bien une intention derrière. Elle s'est dit, c'est du marketing, elle s'est dit, le peuple italien est en détresse, il est au bout, je vais créer un mouvement qui va rappeler les années Mussolini. Il y a une arrière-pensée quand même derrière. Enfin, Mussolini, en pratique, c'était bien plus que une arrière-pensée, on est d'accord quand même. Oui. La question se pose pas bien. Allez, je voudrais qu'on dise quelques mots de ce qui se passe chez Europe Écologie Les Verts. Vous connaissez bien Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, bon, ça va bien, moi. Jean-Luc Benamias. C'est pas la première fois, Valérie. Non, c'est pas la première fois, absolument. C'est pas la première fois. Absolument, voilà. Jean-Luc Benamias, vous en pensez quoi de ce qui se passe? C'est une affaire Bayou, c'est une affaire Rousseau? C'est surtout une affaire Rousseau. Et on s'aperçoit, et on va s'apercevoir que par rapport à Julien Bayou, il y a un congrès interne qui se prépare chez les Verts dans les semaines qui viennent. Tout ça est un jeu extrêmement dangereux, extrêmement destructeur. Et on s'apercevra sans doute que par rapport à Julien Bayou, en tous les cas, il n'y a pas grand-chose derrière à rajouter qui permettrait à un certain nombre de personnes de dire que Julien Bayou est un harceleur et un homme qui s'attaque aux femmes prioritairement. Voilà. C'est quand même ça. Jean-Luc, je trouve ça. Oui, pardon. Tu dis c'est même pas le point. Jean-Luc, c'est quand même. Je suis la femme. Jean-Luc, c'est pas que des hommes effectivement sur les plateaux. Jean-Luc, c'est quand même très étonnant cette démission à la fois de son siège de vice-président de l'Assemblée nationale, il reste député, et puis de secrétaire général d'Europe Écologie Les Verts. C'est très bizarre parce que on ne sait rien. Alors, soit effectivement, il y a des choses très graves qui vont être dévoilées dans les jours à venir, et c'est pour ça qu'il a démissionné, parce que démissionner avec si peu d'informations, c'est quand même étrange. Ou alors, il n'y a vraiment rien, et là, alors vraiment, le procureur Rousseau a réussi, et ça va se retourner contre les féministes eux-mêmes. Parce que, voilà, il y a deux choix. Alors, il faut attendre les jours à venir, mais soit il y a vraiment quelque chose de grave, et Julien Bayou l'a fait en connaissance de cause, en prévision de ce qui va sortir, ou alors il n'y a vraiment rien, alors là c'est la crise totale et les féministes doivent boycotter la parole de Rousseau. Madame Rousseau l'a dit elle-même quand elle a pris la parole sur plusieurs chaînes de télévision, d'ailleurs il y a plein de temps. Il n'y a rien derrière, puisqu'elle a rencontré plein de gens. Ce n'est pas pénalement répréhensible. Donc très bien. Maintenant, je me mets à la place de Julien. Alors, Julien Bayou est faible, alors. J'ai moi-même été responsable de cette organisation à la fin des années 90, au début des années 2000. J'aurais eu à subir ça. J'aurais fait pareil que Julien en disant maintenant, je me mets de côté et on verra ce qui se passe. Cette pression, cette pression continuelle qui mélange tous les genres. Oui, des affaires de harcèlement existent dans certains partis politiques, Verts compris. Oui, des affaires par rapport à l'attitude de certains hommes par rapport aux femmes, ça existe. Mais tout mélanger donne une pression totale où la place dans ces cas-là d'un dirigeant politique comme Julien Bayou, c'est de se mettre de côté. Caroline, Valentin, sur cette affaire. Donc, le problème, en fait, c'est que ce qu'on voit bien à travers toute cette affaire, parce que c'est pas la première où des suspicions d'actes qui ne seront jamais qualifiés vraiment, soit en raison d'une prescription elle-même acquise parce qu'il n'y avait pas eu de plainte, donc soit en raison. Mais là, on n'en est même pas là. Pardonnez-moi. On n'est même pas là, il n'y a pas de plainte. Non. Enfin, par rapport à Julien Bade, il y avait des plaintes. Par rapport à même Quatennens. Mais une plainte ne suffit pas. Une plainte ne suffit pas. Une plainte ne suffit pas. Ce qui est important, c'est d'avoir une condamnation à l'issue d'un procès équitable. C'est les tribunaux médiatiques qu'il faut remettre en cause. De la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'accord ? Donc une plainte ne suffit pas. Des admonestations, une engueulade, des jérémiades, tout ça ne suffit pas.
Sauf que, qu'est-ce que ça montre en fait? Pour moi, ça montre la vulnérabilité des hommes aujourd'hui. N'importe quel homme public, connu, peut être éradiqué socialement, publiquement, du simple fait qu'une femme se plaindra de quelque chose qui, d'ailleurs pour Sandrine Rousseau, finalement ne concerne que son ressenti. Donc ça, il fallait que Julien Bayou résiste. Pourquoi il n'a pas résisté? Parce que moi je pense il y a un principe en histoire là aussi, la révolution dévore toujours ses enfants en l'occurrence. C'est que quand même malgré tout, d'une certaine manière, une partie de la gauche a mis, j'allais dire, le doigt dans cet engrenage de la suspicion permanente. Vous savez, c'est la loi des suspects. Hein. La loi des suspects, je veux dire, c'était ça, hein, sous la terreur. Hein. Finalement, je veux dire, on vous met à l'écart ou on vous condamne avant parce qu'on vous prête des intentions. Ben là, c'est un peu ça en l'occurrence. Et vous voulez, en effet, l'affaire Cadnès et Bayou, c'est deux choses différentes. Cadnès, il y a une main courante, il y a des faits de violence qu'il reconnaît lui-même. Donc là, on est dans une autre affaire. Avec Bayou, on n'est que sur des rumeurs. On ne sait rien. Que sur des rumeurs, ça veut dire que la vie privée, dans ce cas-là, était fragile. Non, mais ce qu'il y a de terrible, c'est un processus qui est totalement totalitaire, parce que la vie privée, dans ce cas-là, de plus intime et de plus secret, d'une certaine manière, est utilisée à des fins de déstabilisation sociale et des fins de déstabilisation politique. Et là, en effet, il me semble qu'on change, si vous voulez, le combat change de nature d'une certaine manière. C'est une vulnérabilité masculine en fait. C'est fini, pardon. Ça va tuer le combat des féministes finalement. Oui, c'est un. Là, le procureur Rousseau est en train de se planter. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Dans un instant, les médias avec vous. Restez sur Sud Radio. À tout de suite.